La Russie, c'est le froid, la balalaïka et des pots sur la neige? Oui, on blague, et les Russes aiment vraiment le thé et les pains d'œufs, et pissent pas la vodka au petit déjeuner. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que la banya russe n'est pas qu'un simple bain? C'est un rituel extrême. La chaleur peut atteindre 100 degrés. On utilise un balai de branches sur le dos. Puis un plongeon glacial, dans un bassin où la neige. Et on retourne au hammam. Ce contraste est un choc pour le système nerveux, comme une réinitialisation. Les gens en sortent roses et heureux. Les anciens affirment que cela chasse fatigue et maladie. Pour les novices, c'est une attraction de douleur volontaire. Mais l'euphorie arrive vite, et on veut recommencer. La banya est aussi un club social. On y discute, boit du thé à la confiture et se réconcilie. Il y a aussi des astuces. On ramollit le balai dans l'eau chaude. On jette des infusions d'herbes sur les pierres. Les portes s'ouvrent brièvement pour garder la vapeur. Le secret est de ne pas faire le héros, d'écouter son corps et d'alterner chaud et froid. Et oui, la meilleure eau de la vie est celle bue après la 3e séance. Quand tout votre corps remercie pour cet ouragan de contraste. Quand on parle de la Russie, impossible de ne pas évoquer les armes. L'URSS a créé le système de riposte nucléaire automatique Périmètre, aussi connu sous le nom de main morte. Si les capteurs détectent une attaque massive et que la communication avec le commandement est coupée, le système ordonne aux missiles de riposter. L'objectif était d'éviter qu'un pays décapité ne puisse prendre de décision. Aujourd'hui encore, des débats persistent. Est-elle active? Quelle est sa logique de lancement et qui y a accès? Le fait est d'une simplicité effrayante. Les humains peuvent périr, mais les machines continueront la guerre. Cela choque le plus les étrangers. L'humanité a vraiment inventé un mécanisme d'apocalypse automatique. Dans une ferme près de Moscou, des vaches ont reçu des casques VR affichant un pré-estival pour réduire leur stress hivernal et augmenter leur production de lait. La photo de la vache casquée a fait le tour du monde, beaucoup y ont vu une blague. Pourtant, autorités et zootechniciens régionaux ont confirmé le projet. Sous ce ciel virtuel, les vaches étaient plus calmes et mangeaient mieux. La production de lait a augmenté, un effet notable, mais pas révolutionnaire. Ça sonne comme la matrice pour vaches, mais l'expérience fut prise au sérieux. Éthique, économie et bien-être animal furent pris en compte. Le sens est simple. Un environnement plus lumineux et chaud réduit le stress. Le corps réagit comme en été, augmentant la productivité. L'idée est devenue un mème, symbole d'une approche audacieuse. Même les villages testent des technologies hier encore fantastiques. Seuls quelques kilomètres d'eau séparent les îles Diomède dans le détroit de Bering. C'est la grande Diomède côté russe et la petite Diomède côté américain. Malgré cette courte distance, il y a une journée entière de différence. La ligne de changement de date passe par ce détroit. Sur les îles russes, c'est déjà demain, alors que sur les îles américaines, c'est encore hier. En hiver, à travers le brouillard et la glace, on peut presque distinguer l'autre jour. En été, on a l'impression de regarder une machine à remonter le temps. Le décalage peut atteindre 21 heures. C'est un cas rare où futur et passé sont visibles simultanément. Malheureusement, la frontière est fermée et la glace dangereuse. Il est donc impossible de passer à demain, d'ici. Ce paradoxe géographique illustre la relativité de nos lignes sur la carte. Il montre aussi la bizarrerie du temps aux confins du monde. Dans les années 1920, le biologiste soviétique Ilya Ivanov cherchait à prouver la proximité homme-primate. Il voulait créer un hybride humain-singe. En Afrique, il insémina des chimpanzés avec du sperme humain. Ensuite, il prévoyait d'inséminer des femmes avec du sperme d'orang-outan. Ces expériences échouèrent. Elles semblent aujourd'hui effrayantes et non éthiques. Pourtant, elles étaient alors considérées comme l'avant-garde de la biologie et un moyen de tester la théorie de l'évolution. Le projet fut interrompu. Le scientifique fut arrêté plus tard. Les documents ne refirent surface que des décennies après. Cette histoire semble dystopique, mais c'est un fait réel. Le pays pionnier de l'espace explorait aussi les limites des espèces. Ce cas est encore débattu en biologie. Peut-on, au nom de la science, franchir la ligne de l'expérimentation humaine? La route des eaux en Colima est une piste rude. Elle fut bâtie par des prisonniers dans le froid et la faim des camps. Des milliers de gens sont morts. Leur corps, dit-on, repose dans le pergélisol, sous le remblai. Aujourd'hui, camions et aventuriers l'empruntent. Mais des baraquements, tours et cimetières jalonnent encore la route. Son histoire est une encyclopédie des répressions staliniennes. Elle évoque chantiers grandioses et villages reculés. Le prix fut payé en vies humaines. Pour beaucoup, c'est un chemin de mémoire. Chaque kilomètre rappelle que l'infrastructure est fierté et traumatisme. Cols enneigés,
rivières gelées, chemins traîtres. Sous les roues, ce n'est pas juste de la terre, c'est une vraie douleur. Dans le métro de Moscou vivent des chiens errants qui ont appris à utiliser le système comme les humains. Le jour, ils vont au centre-ville où nourriture et foule abondent. Le soir, ils rentrent chez eux, dans les quartiers résidentiels. Certains chiens s'orientent par annonce vocale des stations et par les odeurs. Ils entrent calmement, attendent leur arrêt et sortent. Les passagers les nourrissent, un monument fut érigé pour Malchik, un chien décédé. Cette symbiose urbaine unique est un cas rare où mégalopole et vie sauvage ont trouvé un compromis. Le métro a ainsi gagné des passagers poilus sans billets, et les chiens ont trouvé des trajets sûrs. Pour les touristes, c'est une véritable magie. Vous roulez dans le tunnel, un chien roux somnole en face. Il jette un œil aux portes, puis sort pile où il le faut. En octobre 1993, à Moscou, des chars ont ouvert le feu sur leur propre parlement. L'affrontement entre Eltsine et le Soviet suprême est passé d'une crise politique à un conflit armé. Des chars T-80 ont tiré sur la Maison-Blanche. Le bâtiment a été pris d'assaut. Des combats ont éclaté dans les rues. Des centaines de personnes sont mortes. La tour de télévision a été prise d'assaut. Le centre était bloqué par des blindés. La façade brûlait en direct. Pour les témoins, 100 ans était impensable. Une capitale européenne, et à elle, écran, de la fumée, des soldats et des chenilles. Le résultat fut une nouvelle configuration du pouvoir et une autre constitution. Mais un ressentiment subsista. État montra sa volonté de résoudre les impasses politiques par la force. Cet épisode divise encore les gens aujourd'hui. Il rappelle à quelle vitesse nous pouvons sombrer dans la violence. À Novosibirsk, une expérience unique d'apprivoisement de renards dure depuis un demi-siècle. Les scientifiques ont sélectionné et croisé les animaux les plus amicaux, génération après génération. Les renards ont commencé à remuer la queue, à chercher le contact humain et à changer de couleur et de forme d'oreille. C'est comme une évolution accélérée. La transition du loup au chien a pris des milliers d'années. Ici, les premiers signes de domestication sont apparus en quelques décennies seulement. L'élevage est maintenant mondialement connu. Des renards argentés dociles sont vendus comme animaux de compagnie originaux. Le projet montre comment une sélection dirigée modifie rapidement une espèce. Il révèle comment le syndrome de domestication altère même la physionomie et le comportement. C'est un cas rare où l'on peut presque voir l'évolution. On passe d'un animal méfiant à un ami confiant, élevé aux côtés de l'homme. À l'Ermitage, des employés officiels sont en service. Les chats du musée. La tradition remonte au XVIIIe siècle. L'impératrice ordonna d'y placer des chats pour chasser les rats des sous-sols. Aujourd'hui, chaque félin moustachou a un passeport, des curateurs et des soins médicaux. Ils ont même leur propre fête professionnelle. Les chats ne posent pas dans les salles dorées. Ils protègent mieux les œuvres qu'un système d'alarme. Ils sont aussi devenus des stars de souvenirs et reportages. Ce détail poilu du grand musée surprend toujours les visiteurs. Dans le silence des salles, en plus des bruits des restaurateurs, vous entendrez de doux pas. C'est aussi la magie du musée de Saint-Pétersbourg. Voilà 10 faits sur la Russie. Si vous avez appris quelque chose, likez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochain épisode sur un autre pays cool. À bientôt!